Donc, je suis ravi d'accueillir ici Laurent Dampierre, professeur de sciences politiques à Paris 8. Et bon, ça c'est pour être un peu ronflant et intellectuel perspicace et pertinent depuis de nombreuses années déjà. Il vient de publier ce livre très récemment, le 29 août, aux éditions à découverte Injirum, les leçons politiques des ronds-points. Ce que je vous propose, c'est de vous en lire simplement un tout petit extrait, et puis de l'interroger sur les raisons de ce livre et les raisons de ce titre. Page 106. Le choix des ronds-points comme lieu d'occupation livre un premier indice de cette transformation de plusieurs mouvements sociaux actuels. En France, l'offre pléthorique unique au monde de ces dispositifs de circulation routière a certes facilité la nouvelle pratique de contestation que ce mouvement a généralisé. Il y avait en effet près de 65 000 ronds-points dans le pays en 2018, soit 8 fois plus qu'en Allemagne et 13 fois plus qu'aux États-Unis. Le rond-point pourtant est loin de n'être qu'une excentricité nationale, encore moins un symbole d'immobilisme. Son usage politique offensif des derniers mois en France prend place dans une série plus longue dont le théoricien de l'architecture Eyal Weizmann a d'ailleurs retracé dans un essai prémonitoire quelques étapes avant que n'émerge le mouvement actuel. Ces signes avant-coureurs de politisation des ronds-points partent, selon lui, de la révolte de Gongju en Corée du Sud en 1980 pour aboutir au soulèvement égyptien de la place Tahrir au Caire en 2011 avec ses répliques à Ramallah ou à Téhéran. Y a-t-il en effet meilleur emplacement que le rond-point, afin de s'interroger un commentateur de l'une de ces révoltes, qu'un lieu dessiné pour qu'on y tourne en rond, autrement dit pour imaginer ce qu'il faut bien appeler une révolution au sens propre du terme. Pourquoi ce livre, pourquoi ce titre qui convoque évidemment dans notre imaginaire immédiatement cette référence-là? Merci beaucoup de votre invitation. Oui, bon, merci d'avoir lu cet extrait qui en fait doit beaucoup donc à Eyal Weizmann, qui a effectivement écrit un livre en 2016 qui s'appelle donc Les révolutions des ronds-points. Bon, je vais pas parler de ce livre, mais c'est un livre qui mériterait d'être lu, traduit. Et qui s'intéresse beaucoup à l'architecture, aux formes urbaines et à ce qu'elles permettent politiquement, etc. Il y a une expression qui m'avait beaucoup plu. Je dois d'ailleurs la lecture de ce livre à Rémi Toulouse, qui est au fond et qui est aussi accessoirement un ami et un éditeur. Et donc, oui, le livre en fait indique. Bon, il dit que les ronds-points c'est intéressant politiquement, par opposition par exemple à la barricade ou à d'autres lieux, parce que ça permet ce qu'il appelle une acupuncture politique. Alors certainement cette expression m'avait beaucoup intéressé. Et bon, après on peut discuter sur ce qui met en série derrière ces ronds-points. Je ne sais pas si la place Tahrir techniquement est un rond-point, mais en réalité, bon, est-ce que c'est pas non plus une place urbaine? Bon, on pourrait discuter là-dessus. Donc, mais en tout cas, l'essai pointait au fond vers une question qui moi m'a intéressé dans ce livre, qui était de mettre en série le mouvement, quoi, de ne pas s'en tenir à une lecture du mouvement. Et d'ailleurs ce soir j'aimerais pas tant parler du mouvement des Gilets jaunes lui-même que vous avez vécu, pour certains d'ailleurs, probablement de plus près que moi, et donc du coup j'aimerais parler plutôt du présent, du futur, et pas tant du passé. Mais je vais dire un mot sur le titre auparavant, puisque c'est la question qui a été posée. Donc oui, ce titre est une référence directe à un ouvrage de Guy Debord qui ne porte pas vraiment sur les mouvements sociaux, mais qui porte sur sa vie, et qui affiche dans son titre, enfin qui est en fait la mise en livre d'un film, et qui affiche dans son titre un palindrome, c'est-à-dire une phrase qui se lit à l'envers et à l'endroit de la même manière, et qui veut dire nous tournons en rond dans la nuit et nous sommes consumés par le feu. Et il se trouve que cette phrase résonnait pour moi de manière, disons, poétique, évocatrice, pardon, avec un certain nombre des choses qui se passaient sur les ronds-points pendant les 9 derniers mois, ou en tout cas pendant les 2 premiers mois du mouvement. Mais il y avait d'autres raisons d'appeler ce livre Injirum. C'était un clin d'œil, disons, à une passion de jeunesse, certainement, mais c'était plus profondément, finalement, une manière aussi de dire ce qu'a été ce mouvement, c'est-à-dire un mouvement, au fond, qui s'est focalisé sur cette question d'être en rond, d'être ensemble en rond, hein, c'est ça que ça veut dire, Injirum, ça veut dire en rond. Bon, et donc ça disait quelque chose, au fond, du geste du mouvement, du geste principal du mouvement d'ailleurs, qui pour moi est plus sur les ronds-points que dans les grandes villes et dans les moments de manifestation et d'émeutes dont on reparlera aussi, qui font partie du mouvement bien entendu, mais au fond l'inventivité
spécifique du mouvement me paraissait dans cette occupation de rond-point, pas dans cette occupation tout court, qui est un vieux geste de la tradition, disons, des mouvements sociaux et des révolutions. Et l'occupation de rond-point, c'est une nouveauté. Donc ça décrivait, disons, le geste du mouvement, et ça décrivait un peu aussi mon geste de travail, qui n'était pas un geste linéaire, un geste purement démonstratif, un geste purement sûr de lui, un geste en surplomb par rapport au mouvement, qui est un geste un peu de tâtonnement, qui essaye de replacer ce mouvement, bon voilà, dans une histoire récente des mobilisations à l'étranger, hein. Il y a des références, on en a parlé à l'instant, à d'autres continents, en France aussi, en Europe, à travers le mouvement des places, et donc qui essayait au fond à la fois de lui donner une certaine profondeur historique à ce mouvement, mais aussi d'essayer d'en prolonger quelques lignes. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai essayé de faire. Donc pour ça, effectivement, il faut quand même tourner un peu en rond. Donc les chapitres ne sont pas effectivement purement voilà, des blocs qui viennent asseoir une démonstration qui finira par dire voilà, le chemin de la révolution a été montré, il a été porté par les gilets jaunes sur les ronds-points. Je vais vous dire où ça va et la ligne est à suivre. Bon, c'est pas une affaire de ligne, hein, justement, c'est une affaire plutôt de circonvolution, parce que c'est probablement l'état dans lequel on est du point de vue du mouvement historique, comme on disait autrefois. Je peux continuer à parler, hein, mais là, je vous repasse le micro, et puis on verra après. On parle un peu du bouquin et de son découpage du livre, avec un premier chapitre important sur la destitution de la gauche du mouvement social. Ouais. Alors voilà, on va faire les chapitres. Alors bon, oui, bah, non, mais c'est vrai. Alors effectivement, bon, je commence par m'interroger sur, au fond, bon voilà, le contre-pied que le mouvement a effectué. Alors à la fois, bon, je m'interroge sur, oui, bah voilà, sur le fait que, en fait, ce mouvement a désarçonné beaucoup de gens de gauche, mais de toutes les fractions de la gauche, hein, au fond. De la gauche évidemment social-démocrate aux différents courants des gauches, disons, révolutionnaires. Ce mouvement a désarçonné parce que ces formes pratiques correspondaient pas, disons, à ce qui était espéré, attendu, ou à ce qu'on croit savoir des mouvements sociaux en général. Sa composition sociale, sur laquelle je reviens un peu à partir aussi de travaux de collègues, de travaux d'observateurs, militants, mais aussi journalistes ou chercheurs, ne correspond pas non plus à ce qu'on pouvait attendre. Et donc, oui, il y a un contre-pied qu'on a bien senti en lisant bah, justement les prises de position à la fois des partis, des syndicats, mais aussi des organisations révolutionnaires, etc., qui sont en fait, qui ont exposé à chaque fois leur ambivalence, le plus souvent, vis-à-vis du mouvement. Et donc cette ambivalence, pour moi, elle est le symptôme, effectivement, d'une difficulté à se reconnaître dans le mouvement, bien sûr, mais aussi d'une difficulté, au fond, à comprendre la conjoncture dans laquelle on est, quoi. Bon, et donc d'une difficulté générale, enfin d'une décomposition en réalité, hein, de la gauche qu'on peut déplorer, mais justement j'essaye de pas mettre mes propres affects dans cette affaire, quoi. C'est-à-dire que je décris au fond la décomposition comme que la décomposition des gauches comme un fait qui date pas du mouvement des Gilets jaunes, hein, qui est en fait un fait, à mon avis, très ancien, hein, qui date de plusieurs décennies, dont le mouvement, effectivement, est une expression parmi d'autres, hein, parce qu'en réalité, des symptômes de cette décomposition, on en a dans les luttes, on en a dans les élections, on en a en fait dans tout ce qui vient scander la vie politique en général. Alors, effectivement, voilà, donc ne pas céder, disons, à la plainte, à la déploration, ou au contraire, ou est-ce qu'il y en est son exact inverse, à l'hypervolontarisme, au survolontarisme, qui consisterait à dire mais c'est parce que la gauche est décomposée qu'il faut au contraire se mobiliser, faites quelque chose, etc. Bon, essayez de voir les choses un peu cliniquement, avec ce que ça a probablement effectivement de détaché, peut-être d'inacceptable, hein, en partie, mais voilà, de voir cette décomposition cliniquement. Et peut-être aussi de la rapporter là aussi, alors à des tendances encore plus anciennes. Je vois là, d'ici, sur une étagère, 4 volumes très chers. Hein, je m'étonne qu'ils n'aient pas été volés, mais c'est parce qu'ils sont hauts et qu'ils sont lourds. 4 volumes très chers qui sont les œuvres complètes de Castoriadis aux éditions du Cendre. Bon, ben voilà, qu'est-ce qu'il dit, Castoriadis, hein, ben, il dit au fond... bon ben voilà,
la crise du mouvement ouvrier, la crise des gauches, bon, c'est pas quelque chose de nouveau, et au fond, si on veut la comprendre, il faut voir d'abord cette décomposition, mais il faut voir aussi son versant, disons, affirmatif, positif, qui est latent, qui est probablement insuffisant, qui est insistant, qui est régulier, qui est pas, qui hoquette d'une certaine manière, et ce mouvement positif ou affirmatif qui viendrait faire fond sur la décomposition des gauches, c'est ce qu'il appelle le projet d'autonomie, quoi. Bon, alors il m'a semblé d'une certaine manière, on peut discuter sur ce qu'il entend par là, sur ce qu'il met derrière. Je n'ai pas cité du tout Castoriadis dans mon livre, mais ça fait partie des choses qui m'intéressent. Et donc effectivement, je pense que ce mouvement appartient à une sorte de vague récurrente, sans cesse effectivement contrecarrée par mille autres forces, vague qui relève de ce projet d'autonomie, et qui est, ce qu'on peut entendre par là, à minima, par projet d'autonomie, c'est déjà, disons, l'indépendance vis-à-vis, disons, des organisations historiques de la gauche, qui n'ont pas beaucoup changé en réalité depuis 50 ans. Et ces organisations historiques de la gauche, pourquoi est-ce qu'une partie du mouvement historique a cherché à s'en autonomiser? C'est parce que précisément elles étaient frappées, pour Castoriadis et pour ceux qui se reconnaissent dans ce projet d'autonomie, de deux mots majeurs qui ont été parfois exprimés directement par les Gilets jaunes, disons des tendances à l'oligarchisation, c'est-à-dire, ou à la bureaucratisation, c'est-à-dire effectivement la constitution d'une caste de représentants politiques qui sont éloignés de plus en plus des représentés, soit mentalement, soit sociologiquement, soit culturellement, soit intellectuellement, et puis effectivement de formes cristallisées, routinisées de la pratique et du discours politique qui au fond sont complètement à l'écart des évolutions historiques de la vie quotidienne de tout un chacun, ou du vécu, ou du monde vécu de chacun. Et donc effectivement, qu'est-ce qui s'est passé sur les ronds-points? Il y a eu ces deux aspects, c'est-à-dire cette critique au fond des représentants, des bureaucraties, des organisations héritées, et puis aussi cette sorte de réévaluation tâtonnante, positive, partagée d'un vécu pas forcément commun, mais en tout cas qui est le substrat à partir duquel la politique doit en tout cas s'énoncer, si ce n'est en tout cas s'énoncer, mais s'énoncer, c'est-à-dire se dire. Donc effectivement, on le voit dans tous les reportages, où qu'ils aient été publiés dans l'Lundi Matin ou dans le Monde sous la plume de gens qui font comme ça du reportage vrai, des témoignages accumulés. Je dirais peut-être un mot tout à l'heure sur justement comment on aborde un mouvement social, ou comment on essaye de le regarder, quand on est journaliste, quand on est chercheur, quand on est militant. Ça pose des difficultés majeures, et c'est pas un problème simplement de théoricien en champ. Je pense que c'est un problème en fait assez majeur. Effectivement, donc qu'est-ce qu'on a? On a une accumulation d'observations situées, de témoignages, et ces témoignages parlaient beaucoup de choses extrêmement quotidiennes, justement, et notamment, je ne vais pas en parler maintenant, mais on parlait évidemment de pouvoir d'achat, on parlait évidemment du sentiment de ne pas être représenté, on parlait aussi du désir de ne pas être parlé, de ne pas être justement ventriloqué par d'autres, mais on parlait aussi justement des problèmes de trajet, puisque ça a été le déclencheur du mouvement, mais surtout, et peut-être plus encore, et ça c'est un point qui m'a beaucoup intéressé, on parlait beaucoup des générations, c'est-à-dire de la situation des parents, de la situation des enfants, c'est-à-dire qu'on ne parlait pas simplement de sa position sociale ou de son expérience vécue à soi, mais aussi on la remettait dans une sorte de généalogie, qui est aussi, voilà comment les parents vivent en EHPAD, et voilà comment les enfants vivent après l'école ou pendant l'école, et voilà comment moi je vis, et voilà comment tout ça effectivement fait tableau général. Et donc ça, c'est difficilement appréhendable par le discours politique, parce que sinon le discours politique, il va dire, il faut faire ci pour les infirmières, il faut faire ça pour les urgences, ou plutôt ne pas faire ça, il faut faire ci pour les services publics, et puis il faut mettre telle prime. Voilà, mais tout ça, c'est effectivement totalement à côté, justement, de ces deux points qui, à mon avis, caractérisent ce projet d'autonomie, en tout cas à minima, c'est-à-dire la demande, disons, d'une démocratisation de la démocratie, ou d'un accroissement
de la démocratie, ou d'un approfondissement de la démocratie, ou d'une radicalisation de la démocratie, il y a 1000 mots pour ça. Et cette demande, effectivement, de réancrer la politique dans une sorte d'expérience vécue ou d'expérience quotidienne ordinaire qui traverse les générations et qui dit mieux une condition que, je sais pas, la fiche de paye, quoi, voilà. Ou le prix de l'essence.